le plus grand défi n'est peut-être pas la conquête de la planète Mars. Échapper aux maladies et aux handicaps qui surgissent avec l'âge, effacer les marques du vieillissement, n'est-ce pas notre rêve à tous? Se jeter dans le bain de la vie comme si on avait toujours 20 ans. Les mythes le racontent depuis toujours, mais aujourd'hui, ce sont des scientifiques qui nous invitent à un tel voyage. Peut-être que la fontaine de jouvence est en nous, c'est notre sang, mais elle s'assèche quand nous vieillissons. Si on parvenait à la réactiver, à la maintenir jeune, alors peut-être que c'est ça la fontaine de jouvence. On peut cibler le processus de vieillissement pour allonger l'espérance de vie, éviter la souffrance des maladies de la vieillesse et vivre plus heureux bien plus longtemps. It's just a dream that the bells are pealing. There's no such feeling as love and blue. Lynn Charney, à 96 ans, se produit toujours dans les cabarets. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir 96 ans. J'ai plutôt l'impression d'avoir 75 ans. Lynn Charney n'est pas une exception. Elle fait partie d'une cohorte de juifs ashkénazes new-yorkais étudiés pour leur exceptionnelle longévité en bonne santé. Leur secret, des gènes particuliers qui ralentissent leur vieillissement. Pour Nir Barzilai, le chercheur qui les suit depuis plus de 20 ans, ils sont une preuve biologique vivante que les ravages du grand âge ne sont pas inéluctables. How old are you now? 96 and 3/4. Okay, I want to go to my... Nous avons commencé l'étude des gènes de longévité en 1998. On a recruté 500 centenaires et la chose la plus intéressante que nous avons observée, c'est que non seulement ils sont en meilleure santé, mais ils sont malades peu de temps à la fin de leur vie. On appelle ça compression de la morbidité. Nous sommes tous malades pendant 5 à 8 ans à la fin de notre vie en moyenne. Eux ne sont malades que quelques semaines ou quelques mois seulement à la fin de leur vie. Ils sont un exemple pour nous. Ils n'ont pas de maladie. Ils sont en bonne santé. C'est pourquoi leur vie est si belle. Le vieillissement n'est donc pas une histoire d'âge chronologique. C'est une question d'âge biologique. Si l'âge biologique est bon, alors la vie est belle. Nous le savons intimement, nous ne vieillissons pas tous à la même vitesse. L'âge biologique, c'est notre horloge interne. Dans le cas de Lynn, cette horloge est ralentie par l'expression de certains gènes. Mais qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Peut-on décrypter les mécanismes de cette horloge? Pendant longtemps, les spécialistes du vieillissement se sont heurtés à un mur. L'impossibilité de mesurer l'âge biologique. Morgan Levin y a consacré des années de recherche. En exploitant des données biologiques avec de puissants algorithmes,
elle a mis au point un test permettant de calculer l'horloge biologique. Un test qu'elle n'hésite pas à utiliser elle-même. Je mesure mon âge biologique depuis l'année dernière. J'ai 36 ans chronologiquement. Et le dernier test que j'ai fait montrait que j'avais 31 ans biologiquement. Donc 5 ans de moins. Ça veut dire que mes facteurs de risque sont ceux d'une personne de 31 ans plutôt que de personnes du même âge chronologique que moi, c'est-à-dire 36 ans. Le test élaboré par Morgan Levin repose sur une analyse de l'ADN. Prenons des cellules de muscles, du cœur et du foie. Ce sont leurs gènes, par la façon dont ils sont activés ou désactivés, qui programment le travail spécifique de chacune. Une bonne lecture de ce code génétique par les cellules garantit leur bon fonctionnement. Or, avec l'âge, des altérations se forment sur l'ADN. Imaginons une cellule comme un chef en cuisine, et le code génétique, la recette qu'il doit suivre. Encore faut-il que cette recette soit bien lisible pour être bien exécutée. Le problème, c'est qu'avec l'âge, la recette se déforme un peu. Il y a peut-être une quantité trop grande d'un ingrédient, pas assez d'un autre, ou alors un nouvel ingrédient qui n'était pas censé être dans la recette originale. Ça signifie que l'état général de la cellule, ou ce qu'elle produit, est différent de ce qu'il était censé être au départ. À cause de cela, nous pensons que les cellules ne fonctionnent plus comme elles devraient. Cela peut provoquer de nombreuses perturbations dans les tissus et déclencher des maladies, voire même la mort. Une cellule vieillissante peut donc avoir tous les ingrédients nécessaires et rater quand même son gâteau en se trompant de recette. La différence entre une cellule qui fonctionne bien et une autre mal, c'est donc la lisibilité de la recette. Ces altérations sur l'ADN sont le biomarqueur le plus puissant pour estimer l'âge biologique. C'est très important de distinguer l'âge chronologique de l'âge biologique. L'âge biologique indique vraiment comment votre système fonctionne et à quel point il s'est dégradé depuis votre naissance. Nous sommes donc suspendus au rythme plus ou moins rapide de notre horloge biologique. Un rythme que les chercheurs sont désormais persuadés de pouvoir modifier. Le premier rouage de cette horloge se situe au cœur de la cellule, dans notre patrimoine génétique, notre ADN. Pour Maria Blasco, tout commence dans un petit capuchon appelé télomère, situé au bout de chaque chromosome. Les télomères, c'est un peu comme le plastique au bout d'un lacet. Si le lacet est le chromosome, l'ADN, le plastique au bout, c'est le télomère. Les télomères sont le plastique protecteur au bout de nos chromosomes. Mais les télomères ont une faille. À chaque division cellulaire, ils raccourcissent. Avancer en âge, c'est donc réduire la taille de nos télomères et fragiliser notre ADN. Ce plastique raccourcit petit à petit jusqu'à devenir trop court pour protéger notre ADN. Et cette perte de protection mène au vieillissement. Le raccourcissement des télomères, c'est un compte à rebours. Un compte à rebours vers des dysfonctionnements de l'organisme. Pourrait-on le stopper, voire l'inverser? Maria Blasco cherche un moyen de rallonger les télomères chez des souris.
Elle injecte un gène dans le corps de la souris. Le gène de la télomérase, une enzyme qui rallonge les télomères. L'expérience est une première. On a observé que ces souris vivaient plus longtemps et toutes les maladies associées au vieillissement, y compris le cancer, étaient retardées. Ça prouve que rallonger les télomères suffit à retarder le vieillissement. C'était formidable, car non seulement il y avait des effets bénéfiques, mais on n'a vu aucun effet secondaire négatif. Mais peut-on rallonger les télomères chez les humains? De l'autre côté de l'Atlantique, une femme a décidé de brûler les étapes. Je suis comme une grande souris. Pensez à moi comme à une grande souris blonde qui a essayé des thérapies pour vous. Je n'ai pas fait les choses à moitié, j'ai mis ma vie en jeu. Et je pense que nous devrions être plus nombreux à faire ça. Rien ne prédestinait Liz Parrish à devenir le cobaye d'une expérience improbable. Mais tout a changé à la découverte d'une maladie incurable de son fils. En 2013, on a diagnostiqué à mon fils un diabète de type 1. Alors que j'étais à l'hôpital avec lui, j'ai découvert que des technologies fantastiques ne parvenaient pas jusqu'aux patients. J'ai donc décidé de m'engager pour trouver des remèdes pour les enfants, en espérant que ça débouche sur des médicaments. Une conférence sur le vieillissement a eu lieu cet été-là au Royaume-Uni. Traiter le vieillissement n'était pas vraiment ma préoccupation. Ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Mais j'ai compris qu'en traitant le vieillissement biologique, nous pourrions apporter des remèdes aux enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai su ce que je voulais faire de ma vie. C'était ça. On allait trouver un remède pour tous. Parmi toutes les études qu'elle analyse, Liz Parrish repère les souris de Maria Blasco. Elle aussi veut rallonger ses télomères par thérapie génique. Un protocole est mis au point avec un biologiste de renom. Et le 15 septembre 2015, Liz Parrish s'envole pour Bogota sans dire à sa famille ni sa destination, ni son but. J'ai donc dû partir à l'étranger. J'étais très impatiente, mais bien sûr, j'avais peur. C'est dans une clinique de la ville que s'écrit une étrange page d'histoire médicale. Lors d'une expérimentation interdite dans les pays occidentaux, Liz Parrish, 44 ans, en bonne santé, va recevoir une puissante dose de thérapie génique. Plus de 100 piqûres sont nécessaires pour lui injecter le gène de la télomérase. Elle devient le patient zéro dans la quête d'une longévité radicalement augmentée. Selon Liz Parrish, 50 ans aujourd'hui, la thérapie a été un succès. La longueur de ses télomères a augmenté de 10%. Je continue à gagner du temps sur mes télomères. Donc je pense qu'on a gagné plus de 20 ans. 20 ans? Oui. Ce qui est bien. C'est un bon début. La publication de ces résultats n'a pas convaincu les sceptiques. Les chercheurs n'accordent pas de valeur scientifique à son expérience. Mais rien ne semble arrêter Liz Parrish. En septembre 2020, elle s'est injectée une nouvelle thérapie génique, dans les eaux internationales cette fois. J'ai des copies supplémentaires de gènes. J'ai le gène follistatine, PGC1-alpha et j'ai Cloto. J'ai des copies supplémentaires de gènes régénérateurs dans mon corps. Pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut un contrôle des agences de régulation.
Quand vous faites un essai clinique, tout est très contrôlé pour vérifier si ça marche ou pas. Et il faut une autorisation afin de respecter la sécurité de l'individu. C'est pourquoi je ne veux pas commenter. Si la thérapie génique anti-âge n'est pas encore à l'ordre du jour pour les humains, une question demeure. Lorsque les télomères sont devenus très courts, que deviennent les cellules? Judith Campisi a découvert la réponse. Bienvenue dans le monde étrange des cellules sénescentes. À chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent de plus en plus. Et avec l'âge, ils ne jouent plus leur rôle. Les cellules entrent alors en sénescence. Au bout d'une cinquantaine de divisions, quand les télomères raccourcis ne protègent plus l'ADN, un mécanisme interne pousse les cellules à se détruire. Mais certaines résistent. Elles ne peuvent plus se diviser, mais elles ne veulent pas mourir. Ces cellules dites sénescentes sont un peu comme des zombies, entre la vie et la mort. Elles deviennent résistantes à la mort. Elles s'accrochent. Voici des cellules sénescentes et voici les mêmes cellules avant qu'elles ne deviennent sénescentes. Voyez la grande différence. Ces cellules sont proches les unes des autres. Elles sont petites, leurs noyaux sont minuscules, alors que les cellules sénescentes sont très larges, plates comme une crêpe. Elles augmentent avec l'âge et finissent par détruire tout le tissu dans lequel elles se trouvent. Et c'est ce qu'on appelle le vieillissement. C'est lorsqu'elles s'accumulent dans le corps que les cellules sénescentes le menacent. Une chose que les cellules sénescentes font, c'est qu'elles sécrètent des protéines qui causent l'inflammation. Et l'une des caractéristiques des tissus vieillissants, c'est l'inflammation. Or, on sait que l'inflammation est à l'origine de la majorité, voire de toutes les maladies liées à l'âge, y compris le cancer. Cette inflammation, qui devient chronique, maintient notre système immunitaire en alerte. Comme si, dans une ville, la police patrouillait en continu. Épuisante pour l'organisme, elle accélère son vieillissement. Puisque les centenaires étudiés par Nir Barzilai sont protégés par leurs gènes, le chercheur va s'en inspirer comme modèle. Comment faire pour que nos découvertes bénéficient à la population? Eh bien, quand on identifie les différences génétiques, on n'a pas besoin de faire une intervention génétique. Il faut juste comprendre le mécanisme, d'accord? Il faut trouver un médicament qui imitera ce qui se passe chez les centenaires. Mais existe-t-il un médicament qui déclencherait dans le corps la même protection que celle à l'œuvre chez les centenaires? Un médicament qui réduirait le nombre de cellules sénescentes et donc l'inflammation. Comme souvent en science, la réponse est venue de là où on ne l'attendait pas. Une étude anglaise a comparé le devenir d'un groupe de 78 000 personnes diabétiques avec un groupe contrôle sans diabète. Et contre toute attente, le groupe diabétique a eu une mortalité inférieure de 17% à celle du groupe témoin, pourtant en meilleure santé. La différence entre les deux groupes, un simple médicament. Les diabétiques prenaient de la metformine,
une molécule largement prescrite depuis plus de 40 ans. La metformine fait baisser l'inflammation et recule l'apparition de cellules sénescentes. Les études cliniques ont montré que les personnes sous metformine ont moins de maladies cardiovasculaires, moins de diabète, moins de cancer, moins d'Alzheimer et moins de problèmes cognitifs. Ils vivent aussi plus longtemps. Nous avons donc déjà assez de données pour concevoir une étude visant à prévenir le vieillissement. Nir Barzilai est persuadé qu'il peut amorcer une révolution. Le protocole de l'essai clinique, 1500 personnes prenant de la metformine, 1500 un placebo, est prêt depuis des années, mais il peine à trouver des financements. Qui voudrait investir sur un médicament qui ne rapporte rien? La metformine est un générique. C'est le médicament le moins cher de tous les médicaments américains. Ce n'est pas comme les autres médicaments sous brevet et très cher. Il y a un nouveau médicament contre Alzheimer qui coûte 50 000 $ par an. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est un repositionnement de médicaments génériques. C'est très important de montrer que ces recherches sont pour tout le monde, et pas seulement pour les riches. En attendant que l'essai clinique valide son hypothèse, Nir Barzilai parie sur son futur avec un cachet de metformine 2 fois par jour. Pendant ce temps, d'autres élaborent des stratégies plus sophistiquées. Ils sont nombreux à croire à des armes nouvelles plus incertaines, plus coûteuses et plus radicales. Ces armes portent un nom: sénolytiques. Leur but, aller à la racine de l'inflammation, éliminer les zombies. Si nous parvenions à tuer ces cellules et pas celles-là, ce serait bien. Enfin, c'est notre hypothèse. Et c'est la théorie sur laquelle reposent les recherches d'un médicament sénolytique qui tuerait ces cellules et pas celles-là. C'est votre but? C'est le but de nombreux chercheurs, de toute une communauté scientifique. Parmi les essais les plus avancés, ceux de la clinique Mayo, l'un des centres de recherche les plus réputés aux États-Unis. Au cœur de cette révolution, James Kirkland. Il a été l'un des premiers à trouver et à expérimenter des sénolytiques. Ces 2 souris sont nées le même jour. L'une a été traitée avec un sénolytique, pas l'autre. Regardez la différence entre la souris traitée avec un placebo et celle traitée avec la fisétine. Celle-ci a un pelage plus gris. Elle a beaucoup de poils blancs. Cette souris est toute noire. Son pelage est très brillant. Des différences visibles à l'œil nu, mais pas seulement. Les souris traitées réussissent mieux tous les tests auxquels elles sont soumises. Anxiété, mémoire, comportement, force musculaire. Vous avez vu, la souris à droite est tombée tout de suite, alors que la souris traitée avec un sénolytique est restée agrippée à la barre pendant un certain temps. On était stupéfaits. C'était trop beau pour être vrai. La suppression des cellules sénescentes du corps de la vieille souris serait-elle une cure de jouvence? Je n'emploierai pas forcément le mot rajeunissement, mais elles sont effectivement moins fragiles. Elles bougent mieux, sont mieux coordonnées, s'intéressent plus à leur environnement. Cela signifie, du moins chez les souris, que si nous ciblons les processus du vieillissement, nous pourrions peut-être non seulement éviter les maladies liées à l'âge, mais on pourrait peut-être aussi les atténuer, voire les inverser. Des souris qui rajeunissent, la nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le monde des biotechnologies. J'étais assis dans un aéroport,
au Canada. Je mangeais des frites. Et 5 personnes différentes m'ont envoyé le même article en l'espace de 10 minutes. Et le message disait « Waouh, c'est une histoire dingue. Il faut que ta prochaine boîte soit sur ce coup. » L'article expliquait qu'en éliminant les cellules sénescentes chez ces animaux, les marques du vieillissement étaient très diminuées. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mon Dieu, quelle simple et belle idée !» Si on pouvait fabriquer un médicament permettant de se débarrasser de certaines vieilles cellules, on pourrait alors intervenir dans ce processus. Et je me suis dit, il faut monter une entreprise. 72 heures plus tard, on lançait la boîte. C'était il y a 10 ans. Ned David propose à Judith Campisi et aux chercheurs de la clinique Mayo de créer ensemble Unity Biotechnology. Aucun problème de financement pour la jeune start-up. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et Peter Thiel, le créateur de PayPal, contribuent au financement de l'entreprise qui récolte d'emblée 110 millions de dollars. Diplômé de Harvard et de Berkeley en biologie, entrepreneur multimillionnaire, Ned David a fait fortune en créant et en revendant des sociétés de biotechnologie. You're old, that sucks, buy a cane and deal with it. Ce qui s'est passé dans la Silicon Valley, c'est qu'il y avait une concentration de jeunes gens riches qui ont soudainement réalisé qu'ils vieillissaient. Et ce n'était pas acceptable pour eux. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit « Vieillir est une chose magnifique, tu devrais simplement l'accepter. » Je me souviens avoir pensé « Mais quelle connerie !» Et dans les années qui ont suivi, j'ai vu mon père diminuer par l'arthrite dans le dos. Et j'ai vu mon beau-père mourir à l'âge de 87 ans de la maladie d'Alzheimer. Je ne pense pas du tout que vieillir soit une belle chose. Je pense que c'est un processus biologique dont nous avons hérité. Et en tant que chasseur de médicaments, je crois qu'il faut intervenir. Chasseur de médicaments ? C'est ça. Unity lance très rapidement un essai clinique sur des patients atteints d'ostéoarthrose. Mais le premier candidat sénolytique, pourtant prometteur en phase préliminaire, échoue en phase 2. L'action de Unity s'effondre aussitôt de 70%. Mais Ned David lance un autre produit candidat. Absolument pas découragé par cet échec, on a lancé un essai clinique avec une nouvelle molécule, Unity 2. On a terminé la phase 1 avec des malades atteints de dégénérescence de la rétine. Nous avons injecté un médicament sénolytique dans l'œil. Ce médicament pénètre dans l'œil et élimine les vieilles cellules dans les vaisseaux de la rétine, qui sont à l'origine de plusieurs maladies du vieillissement. On a commencé la phase 2 avec beaucoup plus de patients, et on saura très bientôt si c'est le premier médicament sénolytique qui pourrait fonctionner chez un être humain. Les sénolytiques seront-ils la solution pour vaincre les maladies du vieillage? Difficile de le prévoir à ce stade, mais dans la course à ces nouveaux traitements, la clinique Mayo reste à la pointe. Certains résidents de cette maison de retraite, située sur le campus, participent à des essais cliniques. Vous pouvez nous dire votre âge? J'ai 95 ans. Mon médecin m'a demandé mon secret et je n'en ai pas. Je pense que c'est juste une question de chance. Quand on me demande comment allez-vous, vous connaissez la réponse, je vous l'ai déjà donnée. Je suis à la verticale. Je me tiens debout et je fais de mon mieux. La clinique Mayo teste l'effet sénolytique de dizaines de molécules existantes. Un petit groupe de patients souffrant de fibrose pulmonaire
une maladie très invalidante, a ainsi reçu une combinaison d'un anticancéreux et de quercétine, avec des améliorations générales sur une série de tests physiques. Cela nous a décidé à lancer un plus grand essai clinique contrôlé pour vérifier ses effets. J'aimerais aider mes patients autrement qu'en leur prescrivant de meilleurs fauteuils roulants, des déambulateurs ou des appareils pour incontinence. Nous voulons faire de la recherche fondamentale pour aider ces personnes au-delà de solutions à court terme. Mettre au point les armes pour tuer les cellules zombies, si on y arrive un jour en toute sécurité, prendra du temps. En parallèle, d'autres chercheurs explorent une stratégie qui peut faire frémir. L'idée vient du fond des âges. Let me go, please. What are you going to do to me? Right now, I'm going to take a sample of your blood. What? Your blood. C'est vraiment mythologique. Pour des raisons qui m'échappent, il y a de vieux mythes selon lesquels le sang jeune serait bénéfique. J'ignore totalement d'où ça vient. Quel événement a pu créer cette mythologie? Il existe de nombreux mythes autour des vampires, et curieusement, il se trouve qu'ils sont fondés. Il semble qu'il existe vraiment dans le sang jeune quelque chose qui a des effets bénéfiques sur les vieux tissus. Le sang, nouvelle terre promise pour les spécialistes de la longévité, c'est le pari de Tom Rando. Dans un laboratoire ultra sophistiqué de l'université de Stanford, en Californie, il a fait ressurgir du passé une technique imaginée au XIXe siècle par Paul Bert, un biologiste français, la parabiose. 2 souris, une vieille et une jeune, sont suturées l'une à l'autre. Sœurs siamoises, créées artificiellement en laboratoire. Ce qui est présent dans le jeune animal pénètre dans le vieil animal. Et inversement, ce qui est présent dans le vieil animal va dans le jeune. Le sang de la jeune souris va-t-il rajeunir la vieille souris? Le résultat était sidérant. Les vieux animaux paraissaient plus jeunes, leur fourrure, leur peau semblait plus jeune. Et quand on a observé les tissus des muscles, du foie, du cerveau, on a vu que les cellules de ces tissus, et en particulier les cellules souches, présentaient des caractéristiques plus jeunes. Comme si on avait rajeuni ces vieilles cellules souches. Tony Viscoret, spécialiste des maladies neurodégénératives, travaille à cette époque au même étage que Tom Rando. Il pense immédiatement aux possibilités pour le cerveau. Tom Rando a fait cette surprenante découverte que le muscle peut être régénéré avec du sang jeune. C'était une expérience incroyable. Mais on a voulu savoir s'il était possible de faire une expérience plus simple en prenant simplement le sang d'une jeune souris, puis en le transfusant dans une vieille souris, sans avoir besoin de suturer les 2 souris ensemble. Ce qui rendait les choses plus transposables à l'homme. Des transfusions de plasma sanguin de jeunes souris à de vieilles souris pourraient-elles améliorer leur capacité cognitive? Tony Viscoret va tester l'hypothèse avec le test du labyrinthe. La souris doit retrouver son chemin. Le test que nous faisons passer aux souris dans ce labyrinthe ressemble à ce qui arrive à certains lorsqu'ils garent leur voiture dans un grand parking. Ils vont faire leurs courses, et puis ils doivent se souvenir « Où ai-je garé ma voiture ?» Et en vieillissant, ça devient de plus en plus difficile. Vous ne retrouvez plus votre voiture. C'est cette mémoire spatiale que les humains perdent en vieillissant, surtout s'ils ont la maladie d'Alzheimer.
especially if they get Alzheimer's disease. Les vieilles souris ont le même problème et on peut le tester. On a donc pris du sang de jeunes souris et on l'a injecté à plusieurs reprises aux vieilles souris. Et nous avons observé un effet. Il y a plus de neurones, moins d'inflammation et leur cerveau fonctionne mieux. Elles se souviennent de choses dont elles ne se rappelaient plus. C'était incroyable de voir qu'elles fabriquaient à nouveau des neurones. On voit rarement un phénomène lié à l'âge revenir en arrière. C'était vraiment incroyable pour nous. Live from the CBS Bay Area studios. Scientists may have found a real fountain of youth, one that can repair aging brains in plasma from young blood. Hello, my name is Jesse Karmazin, and as you heard, I'm the founder of Ambrosia, and we're a company interested in making you young again. L'annonce du pouvoir régénérateur du sang jeune donne des idées à un entrepreneur. Ambrosia a proposé des transfusions de plasma sanguin de personnes jeunes, âgées de 16 à 25 ans. Le prix, $8 000 les 2 litres. For $8,000, you can receive a blood transfusion from a teenager. What? It's teen blood? Really? It's $8,000. Suite à une mise en garde de l'Agence de santé américaine, Ambrosia a fermé ses cliniques. Ces excès font frémir les chercheurs. Ils répètent qu'ils n'en sont encore qu'aux essais préliminaires et que de multiples questions restent en suspens. Comment en effet expliquer que le sang jeune possède un tel pouvoir de régénération? Quelle différence entre 2 tubes de plasma sanguin, l'un provenant d'un jeune individu, l'autre d'un individu âgé? Tony Viscore et son équipe ont comparé. Ils ont identifié 3000 protéines spécifiques. Certaines maintiennent les tissus jeunes, d'autres les font vieillir. La composition du sang change considérablement avec l'âge. Nous essayons de comprendre quelles sont les protéines clés que l'on perd en vieillissant ou celles qui sont mauvaises et qui s'accumulent avec l'âge. 1373 protéines sanguines ont été découvertes dans le processus du vieillissement. Certaines pourraient servir de base à la création d'un médicament pour des patients souffrant de maladies neurodégénératives. Des essais cliniques sont déjà en cours. La science du vieillissement rappelle en cela la science de l'espace. Elle semble toujours repousser ses propres limites. Serait-il possible de remonter le temps jusqu'au premier jour? Certains chercheurs s'inspirent de la nature pour franchir cette nouvelle frontière. Quand on voit ces oliviers, parfois millénaires, qui sont capables de régénérer tous les ans des feuilles et des branches nouvelles comme au premier jour, on se dit qu'il y a probablement un secret bien caché qu'on pourrait peut-être identifier et transposer ensuite à l'homme. Finalement, la nature a tout inventé. On peut voir des petits animaux qui ont des capacités exceptionnelles de régénération. Par exemple, la méduse, probablement, qui est immortelle, parce qu'elle a trouvé le moyen de, lorsqu'elle s'est reproduite, de détruire toutes les cellules qui ont vieilli pour ne garder que les jeunes et régénérer, refaire un cycle comme ça à l'infini. On ne peut pas lui donner d'âge, elle est quasi immortelle. Les principes de la nature peuvent-ils s'appliquer à l'humain?
L'âge serait-il un processus totalement réversible? Dans les sous-sols de l'Institut de médecine régénérative à Montpellier, Jean-Marc Lemaître et son équipe gardent précieusement des millions de cellules de personnes âgées, notamment de centenaires. Alors quand on a démarré le projet, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que finalement on pouvait rajeunir une cellule? Alors pour le faire, on est parti de cellules de centenaires, cellules de fibroblastes de la peau, et des cellules qu'on a conduites en sénescence. Une prouesse scientifique va changer le destin de ces vieilles cellules. Voici des cellules de la peau d'un centenaire. Grâce à l'injection d'un cocktail de 6 ARN messagers, les chercheurs vont réussir à déprogrammer ces cellules. À l'issue de la manipulation, ces cellules de peau ne sont plus des cellules de peau. Elles sont comme des cellules souches embryonnaires. Les marques du vieillissement ont été effacées, les cellules ont remonté le temps. Désormais, tout semble possible. Là, ce que vous observez, ce sont des cellules sénescentes. Vous voyez qu'elles ont arrêté de se diviser, elles sont assez étalées, et puis elles sont devenues incapables de régénérer un tissu. Et quand on efface les marques du vieillissement, au passage, eh bien, on a à nouveau des cellules, mais cette fois-ci avec une physiologie rajeunie. Ces cellules se divisent activement, vous voyez, elles se contactent avec les autres, et elles sont tout à fait devenues à nouveau en mesure de régénérer un tissu. Après cette cure de jouvence, les cellules peuvent se transformer en n'importe quelle cellule présente dans notre corps. Muscles, sang, neurones ou cellules cardiaques. Lorsqu'on la redifférencie en cellules cardiaques, eh bien, vous voyez qu'on arrive à même récapituler le fonctionnement du tissu cardiaque, puisque vous voyez que ces cellules eh bien, se mettent à battre, tout comme le cœur peut le faire, mais là, ici, dans la boîte. C'est-à-dire que vous êtes parti d'une cellule du sang et c'est devenu une cellule du cœur. Voilà, donc on peut rajeunir une cellule au passage, mais aussi on peut la rediriger vers un autre destin pour éventuellement corriger une pathologie. Là, ça fait presque un peu peur. C'est une merveilleuse boîte à outils, non? Je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant de l'histoire parce qu'on a suffisamment de connaissances pour reconstruire la biologie. Donc on est pratiquement, oui, dans de la science-fiction, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Après avoir réussi à rajeunir une cellule, les scientifiques se sont mis à rêver. Et si on reprogrammait un organisme entier? Cette souris a été modifiée génétiquement. Le fameux cocktail qui permet la reprogrammation a été intégré directement dans son génome sous forme d'ADN. Les gènes sont inactivés, mais peuvent être activés par la prise d'une molécule, ici un antibiotique. Pour lancer la reprogrammation dans le corps de la souris, il suffit donc de lui donner cet antibiotique. Lorsqu'on arrête de lui donner, la reprogrammation s'arrête. Les chercheurs ont donné l'antibiotique aux souris en début de vie pendant 15 jours. Quelques mois plus tard, les chercheurs comparent les performances d'une souris reprogrammée avec celles d'une souris née le même jour qu'elle. Les souris modifiées réussissent mieux tous les tests et leur longévité est augmentée de 15%. C'est comme si on avait changé un petit peu leur âge biologique. Ils sont plus jeunes au niveau de leur physiologie. Et ça, sur l'ensemble de la souris. Donc c'est très prometteur. Et surtout,
avec cette preuve de concept d'une seule reprogrammation, on peut envisager de passer à l'homme. Si ces recherches ouvrent des perspectives inédites en médecine régénérative, elles soulèvent aussi des questions éthiques. De simples cellules de peau reprogrammées pourraient devenir des cellules sexuelles, et donc aboutir un jour à la production d'embryons humains. On nous demande, chercheurs, d'explorer les limites de la connaissance. On ne peut pas, si on nous demande d'explorer ces limites, nous freiner dans le développement de ces expérimentations. Par contre, ensuite, effectivement, il faut le réglementer. Reprogrammation cellulaire, régénération à partir de sang neuf, contrôle de la sénescence, rallongement des télomères. Traiter le vieillissement à la racine, un peu comme s'il était une maladie, impliquera de donner des traitements à des personnes en bonne santé. Ce qui pose aussi question. Développer des médicaments anti-âge, c'est une très bonne stratégie. Mais le problème sera d'éliminer les effets secondaires graves. Si vous fabriquez un médicament anti-cancer, vous pouvez accepter les effets secondaires. Vous combattez un monstre. Vous devez accepter les aspects positifs et les aspects négatifs. Mais si vous donnez un médicament à des personnes en bonne santé, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Loin de ces techniques ultramodernes, n'existe-t-il pas pourtant des stratégies simples, peu coûteuses et à la portée de tous? Les deux meilleurs médicaments anti-âge que nous avons aujourd'hui ne sont pas des médicaments. Les deux médicaments les plus efficaces sont le jeûne et l'exercice physique. J'utilise donc les deux, mais je reconnais que ce sont les outils les plus primitifs que nous ayons. Mon secret, je jeûne une fois par semaine pendant 24 heures et je fais beaucoup de sport. Je passe le repas du midi et je reste donc 12 à 14 heures sans manger. Je fais un jeûne intermittent de 16 heures tous les jours. Je jeûne presque toute la journée et concentre mes repas sur une période de 6 à 8 heures. Walter Longo, entre Los Angeles et son Italie natale, est l'un des spécialistes mondiaux de la longévité. Mon but, c'est de faire en sorte que tout le monde vive jusqu'à 110 ans en bonne santé, puis meure très rapidement. Au départ, l'hypothèse de Walter Longo reposait sur les bienfaits de la restriction calorique. Peu de monde y croyait. Mais des enquêtes de terrain auprès de centenaires italiens et des années d'analyse en laboratoire lui ont donné raison. Un des moyens les plus efficaces pour activer les gènes de la longévité passe par la nutrition. Le moyen le plus puissant s'est révélé aussi le plus radical, le jeûne. Ti ricordi quanti anni hai adesso? Ho superato i 100. Hai superato i 100, però ne hai 108. A luglio ne hai fatti. No, 108 sono troppo. Depuis 15 ans, Walter Longo a multiplié les études. Et toutes mettent en évidence les mécanismes régénérateurs du jeûne. Les études en laboratoire montrent un rétrécissement des organes, un rétrécissement des cellules, puis une réexpansion. Les cellules souches sont alors activées et le processus de régénération démarre. Et c'est très logique, c'est en fait un concept très simple. Si j'arrête de manger pendant 2 mois, je ne ferai peut-être plus que la moitié de mon poids actuel. Puis si je recommence à manger, le corps devra tout reconstruire. Donc la moitié de moi sera toute neuve.
C'est donc très difficile de rivaliser avec ça, de dire je vais trouver des médicaments qui vont reconstruire une moitié de vous. Mais quel est l'impact du jeûne sur le vieillissement? Valter Longo a soumis des patients à 3 cycles de jeûne légèrement adaptés. Un régime pauvre en sucre et en protéines. Nous avons fait un essai clinique avec Valter Longo. Les personnes ont suivi 3 cycles de ce régime de 5 jours. Et nous avons testé leur âge biologique au début de l'expérience et à la fin. Et on a observé une baisse d'environ 2 ans et demi en moyenne, alors que l'expérience n'a duré que 5 mois. 3 jeûnes de 5 jours sur 5 mois ont été suffisants pour réduire l'âge biologique de 2 ans et demi. Prolifération de cellules souches, régénération du système immunitaire, élimination de cellules sénescentes, les effets du jeûne n'ont rien à envier aux techniques anti-âge les plus sophistiquées. C'est donc exactement ce que nous espérions. Le jeûne provoque des effets non pas sur un seul aspect, mais sur plusieurs systèmes biologiques. Et apparemment, rajeunit ces différents systèmes. Il s'agit juste de jeûner 3 fois 5 jours. Et si les gens veulent garder ce bénéfice, nous pensons que jeûner ainsi plusieurs fois par an, chaque année, pourrait avoir un impact énorme sur la vitesse de leur vieillissement biologique. Se pourrait-il que le jeûne agisse aussi sur le déclin cognitif, et notamment sur la maladie d'Alzheimer? Valter Longo a lancé des essais cliniques. Ce serait difficile de trouver une intervention qui déclenche plus de changements dans le cerveau que le jeûne. C'est pourquoi nous sommes très optimistes, très prudemment optimistes, que quelque chose va se passer. Sans attendre les résultats de cet essai, Virginia Marano a décidé de faire jeûner son mari, atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle lui a fait suivre plusieurs cycles du protocole élaboré par Valter Longo. Surprise, dès le premier cycle, l'effet est visible. Après le premier cycle de jeûne, l'amélioration a vraiment été extraordinaire, inattendue. Les hallucinations ont disparu, il s'est remis à conduire, il a repris confiance en lui, il était plus calme. Et il s'est stabilisé à ce niveau-là. Bien sûr, il ne s'agit que d'une seule personne, et il faudra voir ce qu'il se passe avec 100 patients ou plus. Mais c'est formidable d'entendre ce témoignage, parce qu'on peut espérer qu'il est représentatif d'une partie des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Une révolution est lancée, mais il faudra encore attendre pour plonger dans le grand bain. L'enjeu n'est pas seulement scientifique. Qui encadrera les désirs de longévité sans limite de certains et rendra les traitements accessibles à tous? Et si nous devenions tous centenaires, comment la planète supporterait-elle le poids démographique ?